C'est toujours un bonheur de vous retrouver, d'autant que aujourd'hui, je crois que depuis longtemps, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles à partager avec vous, puisque Israël est pratiquement revenu à la vie d'avant le Covid et que très bientôt, nous aurons la joie d'accueillir nos derniers conférenciers de ce cycle magnifique sur la justice, Udi Bloch sur l'affaire Sarah Halimi et Richard Malka sur l'affaire Charlie en présentiel. Rendez-vous compte, quand on dit en présentiel, on a l'impression d'être sur une nouvelle planète, mais c'est la réalité, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous travaillons déjà sur le cycle de l'année prochaine, qui portera sur la créativité, et nous commencerons dès le 14 novembre prochain avec un magnifique hommage à Serge Gainsbourg, et nous continuerons en déclinant tout au long de l'année l'intérêt de ce concept de créativité, à la fois dans les sciences du cerveau, à la fois dans les thérapies différentes, et que nous aurons la joie d'accueillir déjà des personnalités qui nous ont donné leur accord, comme le professeur Lionel Nakache et comme Gérard Garouste, par exemple, entre autres. Donc, je vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine. C'est tellement important parce que vous savez qu'au-delà du rayonnement de la langue française, de la culture française, de la réflexion française, notre première mission au collège, c'est bien entendu d'intégrer les étudiants francophones de la meilleure manière qu'ils soient, et on le fait depuis 18 ans avec un très grand succès. Et à cet égard, je voudrais saluer mes deux collaboratrices, Sonia Lévy et Lise Yana, qui font un travail formidable parce que le suivi de ces étudiants, l'aspect des tutorats, l'aspect des bourses, l'aspect de cet accompagnement tout à fait particulier joue un rôle essentiel dans le succès de ce projet. Et Dieu merci, jusque-là, ça se passe très, très bien. Et dès maintenant, nous avons déjà des rendez-vous très précis pour intégrer des jeunes qui choisissent de faire leurs études universitaires dans un lieu d'études et d'excellence qu'est le Collège de Natania pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pour l'essentiel de notre mission. Vous savez que ça ne se fait pas tout seul et que c'est avec beaucoup d'affection que je tiens à rappeler tous ceux qui nous aident tout au long de ces années. L'Alliance israélite, bien sûr, avec l'Institut Lévinas et le professeur Gérard Rabinovitch, avec Dvorah Sereo, qui est à la tête de l'Alliance maintenant, et puis Marc Eisenberg, qui est le chef d'orchestre de toutes ces activités, de toutes ces organisations tout à fait extraordinaires, la municipalité de Natania et ses différents départements, l'immigration, l'éducation, avec Avis Lama, avec Lara Lévy, et puis, bien entendu, nos amis comme Claude Liel, Sam Pinto, les fondations Botquier, Underwood, les fondations Serge Azria, les Brides de Natania, tout le monde véritablement met du sien pour faire en sorte que ce projet soit un immense succès. C'est notre fierté et c'est notre bonheur de pouvoir le partager avec vous. Alors, ce soir, d'abord, je voudrais simplement rappeler la mémoire d'un grand membre de la communauté juive de France, le professeur Adistek, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Gérard Rabinovitch, qui est notre référent académique de France, ne sera pas à nos côtés ce soir, comme il le souhaitait, à la fois pour Antoine Garapon, bien sûr, et pour être aux côtés de notre référent académique israélien, qui est le professeur Denis Charbit, qui lui sera avec nous. Adistek nous a quittés. C'était un monsieur qui a rempli des fonctions tout à fait extraordinaires. Il était président du CRIF, président de l'Alliance, à la tête du département très important de chirurgie urologique à Cochin. Il a soigné De Gaulle, il a soigné Mitterrand. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, ce sera la dernière prière pour le dernier jour de la Shiva à la grande synagogue de la Victoire. Nos pensées vont vers sa famille, bien sûr. Et il était évident que pour Gérard Rabinovitch, qui l'a très bien connu, c'était un choix absolument impératif d'être aux côtés de sa famille en ce moment très particulier. Alors ce soir, nous avons un rendez-vous qui est formidable avec un très grand monsieur, le juge Antoine Garapon. Je vais vous donner quelques éléments de sa carrière parce que c'est vraiment tout à fait exceptionnel, qui a accepté de nous parler ce soir de ce qu'on appelle la justice inimaginable, rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, qui est une citation d'Albert Camus, parce qu'il le dit lui-même, et d'ailleurs je vous raconterai comment il se décrit lui-même.
et ça vous permettra de comprendre à quel point ce lien entre la littérature et l'intellect et sa profession sont extrêmement forts. Alors, après une maîtrise de droit privé à l'université Jean Monnet de Sceaux et un DEA à l'université Paris II, puis une thèse soutenue en 1982 sur le rituel judiciaire, Antoine Garapon entre à l'École nationale de la magistrature en 1976. Il est nommé juge des enfants à Valenciennes, puis à Créteil. Il est ensuite maître de conférence à l'École nationale de la magistrature. Il est mis à la disposition en tant que secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice à compter du 14 décembre 2004. En août 2015, il est nommé magistrat en hors hiérarchie à l'Inspection générale des services judiciaires en tant qu'inspecteur général adjoint mis à la disposition de l'Institut des hautes études sur la justice. Se définissant lui-même comme un magistrat intello, il est l'auteur de plus de 30 ouvrages consacrés au droit et à la justice. Il explique ainsi son engagement intellectuel. En 1980, fraîchement diplômé de l'École nationale de magistrature, il dit « Je suis devenu juge pour enfants à Valenciennes. J'ai traité essentiellement des dossiers de mauvais traitement pour lesquels, justement, la législation était en plein bouleversement. Dès le départ de ma carrière, j'ai commencé dans des affaires où la justice était en train d'être repensée. Je crois que cela a joué beaucoup dans mon amour des idées. » C'est vous dire à quel point on attend avec impatience son propos précisément sur cette justice difficile, justice impossible, et que nous l'entendrons avec infiniment de plaisir dans quelques minutes. Celui à qui nous avons demandé d'être l'introducteur de ce chapitre avec le juge Garapon, c'est un grand journaliste, Alexis Lacroix. Alors, Alexis est un ami, bien sûr, mais au-delà, c'est un éditorialiste, essayiste, germaniste et historien des idées françaises. Il a été directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne et responsable des séminaires de la règle du jeu avec Bernard-Henri Lévy. De novembre 2016 à septembre 2019, il est directeur délégué de la rédaction de l'Express, chargé de la culture. Il est le directeur des rédactions des radios judaïques FM et Radio J et de Studio Qualita à Jérusalem. Il est aussi le directeur de publication de l'hebdomadaire Actualité juive. Il présente Radio Géo divers aspects de la pensée contemporaine sur France Culture le dimanche matin et anime les séminaires de la règle du jeu. Il est l'un des cofondateurs au Grand Orient de France des universités populaires maçonniques. En avril 2021, il signe avec Régis Debray et Benjamin Stora Penser les frontières et avec l'académicien Pierre Nora et Benjamin Stora Mémoire coloniale. Il est conseiller de la revue politique et parlementaire. Alors, je vais redire ce que je lui ai dit en aparté un petit peu avant de commencer cette vision-conférence, c'est que Actualité juive, depuis qu'il a pris ses fonctions sous la direction, bien sûr, de Marc Heisenberg, est devenu un hebdomadaire d'une qualité journalistique exceptionnelle et je l'en félicite. Et à cet égard, je voudrais simplement maintenant lui donner la parole sur la communication qu'il a choisi de faire sur le procès des droits de l'homme. Alors, c'est à vous, cher Alexis, que je vous demande maintenant de prendre la parole. Et voilà. Merci beaucoup, cher Claude, pour ces mots d'introduction qui nous vont évidemment tous droit au cœur. Alors, j'ai décidé effectivement, je ne sais pas d'ailleurs si cela donnera totalement satisfaction à notre invité, Antoine Garapon, mais de centrer, disons, cette petite communication introductive sur la situation contemporaine. La situation contemporaine, chacun l'a à l'esprit. C'est évidemment un moment où il est difficile de rendre la justice, mais cela, Antoine Garapon va le détailler avec nous dans quelques instants. Mais c'est aussi un moment où on assiste à une déflation, un recul très net des droits de l'homme partout sur la planète, mais aussi, bien sûr, du cœur même de l'Occident, ce qu'on entend monter, au fond, depuis quelques années, et ça va totalement à l'encontre de ce qui se dessinait dans le monde post-communiste, dans le monde des années 90, voire même des années 2000. C'est une critique de plus en plus systématique et radicalisée des droits de l'homme et des universaux qui les sous-tendent. On sait que le monde de l'après-Shoah, à la libération, s'est reconstruit sur la base des droits de l'homme. C'était même l'œuvre d'un homme qui avait été si important dans la résistance française, qui était René Cassin, qui a donné lieu, évidemment, à la promulgation en 1948
de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui s'inspire en grande partie, bien sûr, de celle de 1789, mais qui, j'allais dire, radicalise l'universalisation des droits de l'homme. Ce monde-là, malheureusement, aujourd'hui, il est mis en ballottage et il est menacé. Et il est menacé du cœur même des démocraties, où naissent, Claude y faisait référence, deux phénomènes que j'appellerais, au fond, une sorte de double tenaille, peut-être dans un sens d'ailleurs légèrement différent de celui de notre ami le politologue Laurent Bouvet. À quoi assiste-t-on en un mot? On assiste au fond au développement d'une critique de gauche radicale des droits de l'homme, appelons-la celle des schmittiens de gauche, en référence à ce juriste du Troisième Reich auquel je vais revenir, qui était Carl Schmitt et qui a essaimé bien au-delà, bien sûr, on va dire des réseaux et des zones d'influence des droites radicales. Et puis à l'autre bout du spectre idéologique, dans nos démocraties occidentales, vous avez aujourd'hui des schmittiens de droite qui remettent en cause également les droits de l'homme. Les arguments des uns et les arguments des autres ne sont évidemment pas tout à fait du même tonneau. Les schmittiens de gauche, je pense par exemple à un penseur comme Giorgio Agamben en Italie, mais aussi bien sûr à quelqu'un qui a beaucoup d'audience sur les campus universitaires et pas seulement en France comme Alain Badiou. Qu'est-ce qu'ils nous disent au fond? Ils nous disent les droits de l'homme, les universaux, tels qu'ils ont été proclamés dans les déclarations successives, sont une sorte de voile jeté sur l'âpreté des rapports de classe à l'échelle internationale. Et ce sont donc, à ce titre, une illusion, comme la religion, par exemple, peut constituer, à la lumière du marxisme, une illusion, voire un opium. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez des gens qui sont beaucoup plus culturalistes, beaucoup plus différentialistes, appelons-les les schmittiens de droite. Qu'est-ce qui nous explique de manière crescendo ces dernières années que les droits de l'homme, là aussi, sont une fiction, mais pour une raison en quelque sorte différente. Ils seraient une fiction parce qu'ils masqueraient, ils camoufleraient l'âpreté des seuls affrontements qui vaillent. Et les seuls affrontements qui vaillent à leurs yeux, bien sûr, ce sont les guerres de culture et les guerres de civilisation qui font rage dans la mondialisation 2.0. Ces deux pensées, on aura l'occasion de le développer tout à l'heure avec Antoine Garapon, sont à la fois dangereuses et fausses, mais en tout cas, elles prennent de plus en plus d'importance dans notre espace public et même dans une partie du monde académique, naturellement pas au campus francophone de Natania. Ça va sans dire, cher Claude. Mais dans cette scène actuelle, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à un remake d'une déconstruction, d'une attaque radicale contre les droits de l'homme, et celui-ci réédite ce qui s'est produit dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et dans les années 30, dans l'ère culturelle germanique et notamment, bien sûr, dans l'Allemagne de Weimar, ce régime libéral et démocratique qui a été défié de toutes parts par les extrémistes. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, dans cette Allemagne des années 20 et des années 30? Eh bien, vous avez assisté à une mise en coupe réglée, à une attaque systématique des universaux, des démocraties libérales, et notamment, bien sûr, de l'idée des droits de l'homme. Et deux noms émergent dans cette scène, on va dire, de radicalité idéologique pendant la République de Weimar, deux noms qui ont largement contribué, on va dire, à saper les bases démocratiques et la durabilité de la République de Weimar. Le premier, je l'ai nommé tout à l'heure au début de ce petit exposé introductif, c'est évidemment le juriste Carl Schmitt. Dans les années 20, il n'est pas encore un nazi. D'ailleurs, le nazisme n'est pas encore au firmament de la vie politique allemande. Il est en revanche un hyper-conservateur. Et qu'est-ce qu'il reproche dans les années 20 à la démocratie weimarienne, qui est typiquement le régime libéral pluraliste et démocratique dont Raymond Aron fera ensuite ses délices? Il lui reproche le fait que la vraie démocratie, elle, ne peut être que radicale, que la vraie démocratie est dirigée contre toute forme de modération politique. Et déjà, bien avant son ralliement au national-socialisme, qui triomphera en Allemagne en 1933, Carl Schmitt peste contre ce qu'il appelle la turquisation de l'Allemagne. Oui, la turquisation de l'Allemagne, il y avait beaucoup moins de Turcs à l'époque, mais déjà, évidemment, vous trouvez ce thème-là au cœur de la révolution conservatrice allemande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un penseur comme Carl Schmitt dès les années 20? Il faut se débarrasser de la référence aux grands universaux. Il faut se débarrasser de toute forme d'allusion à des droits transcendants aux nations et aux aires culturelles particulières. Dans ce bouillon de culture, en fait, c'est l'idée que le droit naturel n'a aucune importance, seul comptent les droits positifs des pays, et bien sûr des pays parmi lesquels on va mettre, pour Carl Schmitt, naturellement, on va mettre en quelque sorte en exergue le fait que
tous les régimes non démocratiques qui rejettent les droits de l'homme ont plus d'efficacité politique. Et donc, dans ce bouillon de culture, vous avez aussi un homme qui va compter énormément à déconstruire le patient édifice des droits de l'homme, qui est en fait un édifice de la civilité européenne moderne. Et cet homme, il est resté dans les mémoires parce qu'il a théorisé le choc des cultures, le déclin de l'Occident, mais c'est en fait la théorie du choc des cultures. C'est un autre intellectuel allemand de l'époque, c'est Oswald Spengler. En 1920, effectivement, il signe le déclin de l'Occident. Et ensuite, il ne va avoir de cesse, justement, de faire chuter ce régime de Weimar, qui pour lui est trop intensément intriqué, imbriqué avec la défense des universaux que sont les droits de l'homme. Et pour lui, les droits naturels sont une fiction, là aussi, qui masque la seule guerre qui va et qui est la guerre des cultures. Et il déclare, et c'est tout un programme, et c'est peut-être malheureusement le programme qui revient aujourd'hui, on va le voir dans un instant avec Antoine Garapon, il déclare, ce Spengler, nous autres Allemands, nous ne produirons plus désormais un Goethe, mais un César. Donc il y a bien l'exigence du renversement de la démocratie libérale pour mettre à la place un césarisme, c'est-à-dire un régime autoritaire, on dirait aujourd'hui illibéral, avec les catégories de la politologie d'aujourd'hui, et c'est évidemment très important de se remémorer ce contexte allemand des années 20 et 30 parce qu'il dit beaucoup des impensées ou des arrière-pensées ou des semi-pensées conscientes de tous ceux qui aujourd'hui se livrent à une critique extrêmement radicale et en fait, nous l'avons compris, tout à fait dangereuse des droits de l'homme et j'allais dire de leur caractère régulateur de la mondialisation, qu'on apprécie ou non leur efficacité politique. Un monde mondialisé sans les droits de l'homme serait littéralement un enfer sur Terre. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très très bien, on vous a magnifiquement entendu. Je vous remercie mille fois pour cet éclairage extrêmement fort et extrêmement intéressant aussi, historique d'une certaine part, mais je crois que vous avez complètement raison. Ça donne véritablement une espèce d'invitation à repenser les événements d'aujourd'hui à la lumière peut-être d'expériences dont on peut apprendre quelque chose parce que ça pourrait nous aider un petit peu à éviter les grands pièges de ce monde. Et vous l'avez compris, Claude, je n'ai pas voulu déflorer un autre axe du sujet qui serait l'interrogation plus géopolitique sur les défis, le challenge que constituent les démocraties libérales et leurs alliés néo-impériaux contre les démocraties libérales. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler dans une deuxième partie de ce webinaire avec Antoine Garapon et avec Denis Charbit, naturellement. Ce sera un plaisir de vous retrouver un petit peu plus tard, cher Alexis, restez avec nous. Et c'est maintenant, évidemment, avec infiniment de plaisir que je vais donner la parole au juge Garapon pour sa communication tout à fait extraordinaire. J'adore la définition du juge intello. Je trouve que c'est formidable. Ça évoque pour nous véritablement à la fois les deux éléments que nous voulions véritablement avoir aujourd'hui dans un lieu académique comme l'est le collège, avoir véritablement quelqu'un qui s'inspire très fort de la littérature, de la philosophie française pour développer un très grand concept de justice basé évidemment sur son expérience tout à fait extraordinaire. Cher Antoine, c'est à vous maintenant que je donne la parole et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'être à nos côtés ce soir. Merci. Eh ben, merci, cher Claude, merci au campus de Netanya de cette invitation. Alors, je suis un peu frustré parce que j'espérais jusque tard la possibilité de venir me rendre à Netanya. Ça n'a pas été possible et donc merci encore pour cette invitation et aussi je me permets de m'associer à vous tous pour une pensée pour cette grande personnalité qui était Adi Steg que je connaissais de nom bien sûr pour l'histoire qu'il a remplie ces dernières années, ces dernières décennies, depuis longtemps d'ailleurs en France. Alors j'ai voulu prendre ce difficile sujet au pied de la lettre, difficile justice impossible, et donner l'éclairage qu'apporte Albert Camus dans un texte splendide et qui résonne, et d'ailleurs qui va résonner beaucoup avec ce que vient de dire Alexis Lacroix, comme je le dirai dans un instant, qui résonne avec notre situation. Ce texte, c'est Les Amandiers. Et Les Amandiers, j'en lirai quelques
passage au cours de ma présentation, mais il y a cette phrase d'ailleurs qui, en regardant, a varié dans les 3 éditions des Amandiers. Ça a été écrit en 1940, repris en 1945, après la guerre, donc, et finalement la publication par Gallimard en 1954, Camus a encore modifié ce texte. Et effectivement, il dit, il a cette phrase: nous savons que nous sommes dans la contradiction, mais que nous devons refuser la contradiction et faire ce qu'il faut pour la réduire. Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Je trouve ce texte magnifique parce que, vous l'avez entendu, il dresse à la fois, ce qui est très précieux pour nos travaux, un constat d'impossibilité de la justice en raison de ses contradictions, qui vont traverser toute son œuvre, et je vais y revenir. Et il apporte quelque chose sur les raisons de cette impossibilité, mais à la différence de beaucoup de critiques de la justice, les critiques de Camus sont très particulières. Mais ce texte ne s'arrête pas à ce constat qui pourrait être désespéré, il invite à y résister. C'est ça qui est très intéressant. Il y a ce balancement entre une justice impossible et pourtant une justice nécessaire. Il faut y résister pour rendre la justice imaginable. Et vous verrez que c'est une invitation qui est délivrée à nous tous et qui est valable aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui d'ailleurs dans ces temps troublés qu'il ne l'était en 1954. Et donc je suis moi personnellement sensible à cet espoir et je voudrais faire partager ma méditation, j'allais dire mon enthousiasme pour ce texte et le faire dans un double mouvement qui commencera par revenir sur les défauts de la justice, sur l'impossibilité de la justice, mais en même temps sur la force de ce texte, du rythme de ce texte lumineux pour voir comment on peut la dépasser. Alors, donc deux parties. Premièrement, le tragique de la justice, qui est très intéressant chez Camus, c'est que Camus n'épouse pas le même thème de l'impossibilité de la justice, d'une justice inaccessible, comme le ferait un Emmanuel Lévinas, comme le ferait un Jacques Derrida, c'est-à-dire une justice inatteignable. Et comme le font beaucoup de marxistes aujourd'hui, je vais très vite dans la présentation des catégories de pensée, pour lesquelles le politique, c'est la domination, et la justice fait partie de cet immense appareil de domination, et donc il faut y résister ou limiter la critique de la justice à une dénonciation de la condamnation d'un innocent. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Il y a malheureusement des véritables coupables. J'entends, dans les termes camusiens, des gens qui ont versé le sang, des gens qui ont supprimé la vie d'autrui. Et alors, Camus a cette phrase. Il dit « L'esprit a perdu cette royale assurance qu'un conquérant savait lui reconnaître. Il s'épuise maintenant à maudire la force, faute de savoir la maîtriser. » En d'autres termes, Camus ne veut pas, à travers la justice, condamner la force, parce que la force, malheureusement, fait partie de notre monde. Et il ne veut pas non plus se complaire, c'est très important dans le texte, et il dit d'ailleurs, n'écoutons pas trop ceux qui crient à la fin du monde. Vraiment, c'est une extraordinaire actualité quand on voit tous les collapsologues ou les autres écologistes radicaux qui veulent
qui veulent hâter en quelque sorte par une politique du pire ceux qu'ils voudraient conjurer. Et donc, il me semble qu'il y a une réflexion sur, d'ailleurs, qui est très belle. Là aussi, je pense qu'il dit dans cette paragraphe suivant, il dit la première chose est de ne pas désespérer, n'écoutons pas ceux qui crient à la fin du monde, les civilisations ne meurent pas si aisément, et même si ce monde devait crouler, ce serait après d'autres. Il est bien vrai que nous sommes dans une époque tragique, mais trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Le tragique, disait Lawrence, devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur, un grand coup de pied donné au malheur. Et je pense bien sûr à cette phrase de Golda Meir que j'ai toujours trouvée magnifique lorsqu'elle a dit « Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut jamais se permettre ». Mais donc, se concentrer sur la catégorie du tragique. Qu'est-ce que c'est que le tragique? Le tragique, c'est vouloir le bien et aboutir au mal. Et donc, la critique de Camus va être beaucoup plus subtile, et je vais la détailler, parce que ça va être une critique de gens qui commettent l'injustice en prétendant réaliser la justice. Et que c'est bien ce paradoxe tragique qui est le nôtre, et qui est celui de la condition humaine peut-être d'ailleurs, auquel il faut se confronter. Et puis il y a une dimension spectaculaire du tragique, j'y reviendrai dans la deuxième partie. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Camus est traversée par cette idée que ce qui est important, ce n'est pas les gens qui se trompent dans leur jugement. Bien sûr qu'il y a des juges qui condamnent les innocents, c'est détestable et ça doit être dénoncé et corrigé. Mais des gens qui prétendent rendre justice et qui vont finalement commettre l'injustice et une forme d'injustice très particulière. En d'autres termes, pour aller au fond de la complexité du sujet qui est celui de votre séminaire, je dirais que le tragique, c'est lorsque la justice est perdue par les instruments mêmes qui devaient la servir, qui devaient lui permettre de se réaliser. Quels sont ces instruments? Tout d'abord, c'est le langage. Le langage. Le langage, et il y a dans l'étranger, c'est le drame de l'incompréhension, c'est le drame de l'incompréhension d'un homme qui ne sait pas bien s'exprimer et qui est confronté à une forme de justice qui va l'écraser, qui va le broyer. Vous remarquerez qu'il n'est contesté à aucun endroit que Meursault ait tué l'Arabe. Il l'a tué. Et c'est très intéressant de dire, parce que ça va nous mettre, ce sera un point de comparaison supplémentaire avec Eschyle. Est-ce que, donc, le langage, parler répare, mais parler sépare aussi. Lorsqu'on juge, on tranche, et l'on retranche des hommes et des sommes, mais aussi surtout parce qu'en jugeant, on sort de l'équivoque dont se nourrit le silence. C'est une citation de Camus. Et on voit la difficulté que finalement qu'affronte Camus dans l'étranger et après, c'est de dire mais comment est-ce qu'on va se sortir d'un langage et d'une équivoque qui semble être, et je m'en expliquerai, qui semble être préférable à la certitude, et une certitude qui peut toujours devenir trop absolue. La parole rompt le silence, grand thème camusien, rompt le silence en tranchant, quitte à comment dirais-je, bannir le royaume inhumain mais tendre de l'indifférence. C'est aussi l'indifférence dans le sens camusien, c'est l'indifférence et la tendresse maternelle. Et d'ailleurs, il y a une annotation biographique, cette inquiétude à l'égard du langage, c'est bien sûr le fait d'un homme dont la mère était bègue,
et parlait très peu, était en fait handicapé mental et qui a toujours provoqué une sorte de profonde culpabilité chez Camus, qui a connu très vite la célébrité et finalement une gloire venant de son utilisation de la langue alors que sa mère ne pouvait pas parler ou parlait très mal. Et donc, il y avait un rapport à la langue qui était effectivement très, très complexe chez Camus. Il y a autre chose aussi qu'il l'associe au jugement, c'est la pulsion du jugement. C'est-à-dire, dans La Chute, il écrit en 1956, j'ai connu ce qu'il y a de pire, qui est le jugement des hommes. En fait, il fait référence à la pluie, comment dirais-je, au tir de barrage qu'il a reçu de Sartre et de finalement toute l'intelligentsia germano-pratine de l'époque contre quelqu'un qui ne comprenait pas l'histoire, qui n'avait rien compris au monde. Et il en a été extrêmement meurtri. Il avait beaucoup travaillé pour L'Homme révolté. Et ce livre est mal reçu et il est méprisé, jugé, démesurément jugé par son époque. Et la réponse de Camus est très intéressante parce qu'il ne va pas répondre en justifiant des faits. Il aurait très bien pu, parce que ça, je vais y revenir dans un instant, mais il aurait très bien pu le faire, mais non, il ne le fait pas. Il écrit une œuvre de fiction dans La Chute. Et La Chute continue de réfléchir sur ce thème du jugement, c'est-à-dire si dans L'étranger, Camus martèle que la société doit être tenue pour responsable de l'obligation de juger, dans La Chute, il estime que c'est moins la société que l'époque, et dans Le Premier Homme, il laissera entendre que la faute en revient décidément au logos, c'est-à-dire à cette parole qui est toujours l'exercice d'un pouvoir. Dernière annotation sur L'étranger, dernière annotation parce que dans L'étranger, ce que dénonce aussi Camus, on va retrouver ça souvent, c'est une surcharge, une surcharge dans l'imputation d'un acte individuel, une surcharge sociale. Dans le fond, on reproche à Meursault d'avoir fumé, de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. Et Camus aborde un thème qui va être très important et qui va être peut-être sa véritable interrogation sur la justice. Et il dit, dans toute justice, il y a un transfert indu de culpabilité. Clamence va confirmer cela dans La Chute, à l'inverse, c'est-à-dire qu'il va se servir du pouvoir de juger et de la capacité de se désigner comme étant coupable, une sorte de délectation qui continue d'opérer ce transfert de culpabilité. Alors, ça nous amène au deuxième tragique, alors encore, j'allais dire encore plus tragique si c'est tenté qu'il y ait des gradations dans cette qualité de la catégorie du tragique, c'est bien sûr tout ce qui va animer Camus dans L'Homme révolté. Et L'Homme révolté, ça va être les gens qui comment dirais-je, cette philosophie qui anime le communisme, bien sûr, de se substituer à Dieu et à la grâce pour hâter le bonheur des hommes dans l'application des décrets de l'histoire, d'une loi de l'histoire. Je propose qu'on lance la première vidéo. Alors, ces images sont tout à fait saisissantes et elles sont une sorte de complément pour lire L'Homme révolté. Parce que toute la réflexion de Camus, il écrit donc au début des années 50. Alors, il y a eu la reprise du procès on en a dit un mot, de Laszlo Reik et puis Slansky, mais dans le fond, il va en parler assez peu. Ce qui le
la question qu'il pose, c'est l'opposition entre la révolte et la révolution. C'est le paradoxe de cette volonté d'accomplir la justice qui va broyer des hommes, comme on l'a vu dans ces images. Et donc, il s'oppose à tout, finalement, au communisme, bien sûr, mais à toute la gauche française. Et si je peux faire un lien avec ce que nous a dit Alexis Lacroix, j'y souscris absolument, je crois que il faut relire L'homme révolté comme étant une sorte de réactualisation, quoi plus exactement, les gens qui étaient dans le viseur de l'homme révolté, qui étaient les adversaires de Camus, sont les mêmes qui tiennent aujourd'hui ces propos dans lesquels on n'est plus du tout à la fin de l'histoire, comme on l'a dit il y a 30 ans, on est au contraire dans une histoire qui nous colle comme la glu et dont on ne peut pas sortir, et qui est le contraire de cette forme de modération que Camus va appeler la pensée de midi. Je suis frappé d'ailleurs dans cette pulsion du jugement, cette compulsion du jugement qui se porte que dénonçait Camus déjà dans les années 50. Et je crois qu'elle est encore réactivée par les réseaux sociaux et par ce que montre cette justice sur le numérique, cette justice immédiate qui révèle ce qui ressort quand les institutions s'effondrent. Eh bien, c'est la pulsion de punir encore plus que de juger. Je crois que vous parliez de Carl Schmitt, le pluriversum, c'est-à-dire, il disait il n'y a pas d'universum, il y a un pluriversum, c'est-à-dire qu'il y a des cultures, et ça s'oppose frontalement à ce que dénonce Camus dans L'homme révolté. Entre Goethe et César, Camus a fait son choix, il a fait le choix de l'esprit. Et d'ailleurs, dans le texte des Amandiers, c'est une tension entre l'esprit et le sabre. C'est comme ça que commence ce texte. Et j'en viens à la troisième critique qui constitue le tragique de la justice, c'est finalement les hommes ne peuvent décider, et l'institution judiciaire et la politique décident une culpabilité trop absolue. C'est-à-dire qu'il y a une innocence de principe qui subsiste derrière toute déclaration de culpabilité, et il y a une innocence de principe, et c'est cette innocence qui nous réunit. Je vous rappelle ces quelques phrases splendides de Lettre à un ami allemand, écrites en 1943, au plus fort de la guerre, alors que Camus vient de s'engager dans la résistance. Il écrit à un ami imaginaire, un ami allemand, il lui dit: dans le temps même où je jugerai votre atroce conduite, je me souviendrai que vous et nous sommes partis de la même solitude, que vous et nous sommes avec toute l'Europe dans la même tragédie de l'intelligence. Et malgré vous-même, je vous garderai le nom d'homme. Pour être fidèles à notre foi, nous sommes forcés de respecter en vous ce que vous ne respectez pas chez les autres. Pendant longtemps, ce fut votre immense avantage, puisque vous tuez plus facilement que nous, et jusqu'à la fin des temps, ce sera le bénéfice de ceux qui vous ressemblent. Mais jusqu'à la fin des temps, nous, qui ne vous ressemblons pas, auront à témoigner pour que l'homme, par-dessus ses pires erreurs, reçoive sa justification et ses titres d'innocence. Voici notre force, qui est de penser comme vous sur la profondeur du monde, de ne rien refuser du drame qui est le nôtre, mais en même temps d'avoir sauvé l'idée de l'homme au bout de ce désastre de l'intelligence et d'en tirer l'infatigable courage des renaissances. Fin de citation. Et donc, vous voyez qu'il y a chez Camus quelque chose qui est très important. Cette idée, à mon avis, est absolument centrale, et elle est d'ailleurs insuffisamment développée par les sciences sociales, parce que qu'est-ce que nous dit Camus? Camus dit: il y a chez tout homme à la fois une possible culpabilité et un fond d'innocence. Et reconnaître cette double qualité, cette coexistence de qualités qui semblent
incompatible, eh bien, permet d'éviter à ce mécanisme sacrificiel, c'est-à-dire qui veut une totalité, qui veut avoir des gens qui vont porter en eux-mêmes, comme Meursault, la totalité du malaise social, et c'est peut-être le plus profond de la critique et à laquelle tente de répondre Camus. Alors, comment va-t-il y répondre? Deuxième partie, eh bien, en rendant la justice imaginable. Imaginable. Ça veut dire comment sortir du tragique? Eh bien, en faisant ce que les hommes ont toujours fait, du moins depuis les Grecs, c'est-à-dire en projetant sur une scène ces contradictions d'un homme qui est pris dans la colère des dieux et dans les hasards d'une responsabilité incomplète. Et projetant sur une scène ce dilemme finalement qui est celui de la condition humaine, et en le regardant, en tentant de compenser la justice par le spectacle de l'injustice. C'est un paradoxe très profond. Et donc, la justice ne se trouve plus dans ce qui est montré comme dans une institution, mais au contraire dans l'injustice, et donc dans le spectateur. Et d'ailleurs, Camus revient toujours au théâtre dans les moments les plus difficiles de son existence, et c'est de là qu'il venait, étant jeune comédien à Alger. Les dilemmes éthiques de Kalialev et de Stepan dans Les Justes sont portés au théâtre, et je propose qu'on voit le second extrait sur les Euménides d'Eschyle. Alors, cet extrait extrêmement intéressant, on va pas revenir sur toute la malédiction des Atrides, mais Athéna décide de ne pas s'en remettre à des serments, mais d'argumenter, et les sages arrivent à un partage égal des voix, autant pour la culpabilité que pour l'innocence, et Athéna choisit le parti de l'innocence, soit extrêmement camusien. Alors, qu'est-ce que veut dire Camus? Il a beaucoup réfléchi sur cette pièce et sur la justice, et finalement, je crois que Camus propose, première pierre dans la réflexion camusienne, c'est pour lui, la justice ne se trouve pas dans un jugement, se trouve pas dans l'acte qui tranche, mais se trouve dans un regard, se trouve d'abord dans la contemplation. Et il le dira dans ce texte. C'est un déplacement majeur, tout d'abord parce que, comme je viens de le dire, on ne comprend plus la justice à partir du jugement, de l'acte de juger, mais on le comprend comme celui qui regarde. Et il fait référence d'ailleurs à ce que va dire Hannah Arendt. Hannah Arendt admirait beaucoup dans l'Iliade le fait que dans l'Iliade, eh bien, on raconte, Homère raconte à la fois les hauts faits des vainqueurs, mais également les hauts faits des vaincus. Les actions, il chante les actions des Troyens, non moins que celles des Achéens. Et vous verrez que cette idée va beaucoup intéresser Camus, c'est-à-dire que être juste, ce n'est pas être juge nécessairement, c'est être témoin. Être témoin, et alors qu'on a toujours considéré ici la justice comme un acte de parole qui tranche, qui met un terme à un conflit, Camus ne veut pas nécessairement mettre un terme à un conflit. Pour lui, la justice vient du regard poétique, artistique, qui se pose avant la parole et qui subsistera par-delà la parole. C'est cela rendre la justice imaginable. C'est-à-dire, c'est la mettre sur scène, c'est la représenter, mais c'est encore plus la porter dans son propre regard. Et juste l'homme qui est capable de reconnaître une part d'innocence, la part d'innocence qui habite tout autre homme, qui l'unit dans la même solitude, pour reprendre l'être à un ami allemand. Donc la justice est dans ce regard silencieux qui cherche à rendre justice à chacun. Et il a cette phrase, et cette phrase résonne peut-être particulièrement pour nos amis qui nous entendent, qui m'écoutent en Israël. On est en pleine guerre, il est resté en Algérie, puis il rejoint la France, il est déchiré par tout ce qui se passe dans cette guerre, et il a cette phrase suivante à la fin du texte Les Amandiers, pas tout à fait à la fin, il dit:
je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd, dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. C'est terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. Et je voudrais commenter ces phrases qui me semblent très camusiennes et très profondes. Ça veut dire que la contemplation, pour Camus, le regard de justice, ce n'est pas, elle ne se suffit pas d'abord, et ce n'est pas un préalable au courage. C'est pas, il faut d'abord contempler puis ensuite passer à l'action. Non, il faut chercher un rapport d'équilibre entre la contemplation et le courage. Le courage, pour Camus, c'est le courage de voir, c'est le courage de contempler le monde, y compris dans sa part maudite, et y compris dans la violence. Le monde, et c'est une perpétuelle tension entre la force, ce qu'il appelle le sabre dans ce texte, la violence, et l'esprit. Et donc, la contemplation est tout sauf une évasion de la réalité laide du monde. C'est pas non plus une contemplation de l'idéal très répandu dans la philosophie et dans l'action contemporaine qui s'envoie, l'action politique qui finalement s'échappe dans une utopie. Non, c'est de ne pas se laisser, comme il le disait, saisir ni par le malheur, ni par un certain goût pour la catastrophe. C'est d'être capable toujours de contempler la beauté du monde, parce que la beauté pour lui est le siège de l'innocence. Et il a cette phrase en disant le peintre et le moine, c'est-à-dire le peintre et le moine, oui, il y a toujours cette idée du regard. Hein. Il dit, au début du texte, il dit aujourd'hui les choses ont changé, le peintre et le moine sont mobilisés, nous sommes solidaires de ce monde. Très important, c'est l'amor mundi chez Camus, c'est la justice n'est pas une option. La justice, c'est montrer sa solidarité avec le monde, sa solidarité avec toutes les faces du monde. On est très loin de l'acosmisme actuel chez beaucoup, mais elle est aussi, le courage, il est dans le refus de ce que l'histoire rende justice. Il faut éviter cet effet d'approbation du réel, puisque ça s'est passé, et puisque c'est juste. Et donc, d'où une réflexion très importante de l'équilibre. La justice, pour Camus, n'est pas à chercher dans une sentence définitive, pas dans un jugement qui tranche et qui referme. Non, pour Camus, qu'il s'agisse de l'étranger ou du procès, d'une sorte de justice arrogante et sanguinaire de la loi de l'histoire, qui cherche l'annulation, qui cherche l'écrasement, lui pense au contraire qu'il faut sans cesse penser l'équilibre, et l'équilibre en termes quasiment physiques, comme un balancement. On va revenir très souvent, on va revenir très souvent, d'ailleurs dans l'étranger, le moment du meurtre de Meursault est un moment où Meursault a détruit l'équilibre du jour, et donc c'est cela. J'essaie de rechercher très rapidement ce passage, mais qui est extrêmement caractéristique de la vision de Camus du crime et de la justice en termes de l'équilibre du monde. Donc, si on revient à Échille, vous avez remarqué ces trois personnes, les trois épouvantables gorgones, les Érénies, et Athéna va les convaincre d'abandonner leur vengeance sanglante et de se convertir en bienveillante, en Euménide. Mais ça veut dire que, si vous voulez, pour reprendre un certain nombre de scénarios actuels, elles ne deviennent pas subitement gentilles. Le méchant ne devient pas gentil à la fin, comme dans un conte d'enfant. Non, elles vont balancer leur rôle, et de justicières, elles deviennent les garantes.
les garantes qui peuvent se réveiller, thème qui va beaucoup intéresser Hegel et la philosophie. Les Érénies, les Euménides dorment, le crime les réveille. Cette idée que le crime, l'injustice réveille la violence, aussi bien la violence, bien sûr, de ceux qui sont passés à l'acte, que la violence vindicative, que la violence vengeresse. Et que c'est ce cycle qu'il faut absolument empêcher, mais empêcher en gardant à l'esprit qu'il n'y a rien de plus hostile à la justice que l'idée d'une totalité. Pas par hasard qu'on parle de totalitarisme. S'il y a pour moi la grande leçon de la deuxième partie du XXe siècle, et Alexis Lacroix faisait allusion à l'instant, c'est-à-dire que l'universalisme s'est renforcé dans cette idée que les victimes de la Shoah sont les témoins d'une nécessaire détotalisation de l'histoire. L'histoire n'est pas tout, l'histoire ne peut pas tout, au risque de broyer, et de broyer effroyablement, en l'occurrence, tout un peuple, du moins le voulait-on. Et donc, on pourrait formuler l'universalisme dans cette proposition inverse en disant c'est la détotalisation, c'est le contraire d'une totalisation, et c'est ce qu'exprime la trilogie d'Eschyle. C'est son sens le plus profond qui rejoint le sens du XXe siècle. Alors, pour terminer, je propose qu'on voit le dernier extrait dans le fameux discours de Suède de Camus. Alors, je suis très heureux de pouvoir terminer avec ces paroles retentissantes, c'est le cas de le dire, de Camus, où on voit toute sa définition, dans le fond, sa tentative de redéfinition de la justice, et une redéfinition, et c'est là la grande singularité philosophique de Camus, encore sous-analysée peut-être, qui considère l'éthique et la justice en termes esthétiques, et non pas exclusivement éthique. Ou plus exactement, l'éthique, pour lui, prend la forme d'une esthétique. Et ça, c'est tout à fait nouveau, me semble-t-il. Nouveau, c'était un thème qui était déjà chez les Grecs, mais qui prend une force particulière, c'est-à-dire que la justice, qu'est-ce que c'est ? C'est une mise en forme juste du monde par son regard, par le regard, et aussi par un silence qui n'est pas vacuité, mais un silence qui, au contraire, est peut-être la vérité la plus dense, la plus forte, qui se situe au-delà des mots. La vérité et la justice sont, pour Camus, dans la tension entre les mots disponibles, toujours inadéquats, toujours insuffisants, et la volonté de parler. L'affirmation par un regard, l'affirmation d'une vision juste de l'homme qui restitue son innocence. C'est une tension entre les catégories du droit, par-delà celle de l'innocence au sens juridique et de la culpabilité. Et donc, je crois que pour Camus, le silence est en quelque sorte le fond commun et nécessaire de tout langage. C'est peut-être ce qui parle le plus dans la tragédie d'Eschyle, c'est la scène, le fait d'être là, de la regarder. L'innocence est la condition première et ultime de l'homme que l'on ne pourra déclarer temporairement et partiellement coupable. Les faire retentir, vous avez remarqué cette expression, faire retentir le silence. Faire retentir le silence, qui pourrait, c'est un paradoxe quasi poétique, faire retentir le silence, c'est faire retentir ensemble ce silence et cette innocence sur une scène à travers une action qui n'épuise pas pour autant le sens du théâtre et la tâche de l'artiste. C'est sa mission, comme le rappelle Camus. Les faire exister ensemble par le regard que chacun est invité à porter sur le monde et la voix que Camus propose à tout homme. Je vous remercie. Cher Antoine, vous nous avez bouleversés parce qu'entendre un juge parler avec tant de passion de l'immense complexité, en fait, de la justice des hommes, des différents appareils, des différentes structures
et puis de cette perception extrêmement singulière, extrêmement personnelle de chacun, innocent, victime, coupable. C'était tout à fait passionnant. Je vais demander au professeur Charbit qui nous a rejoint. Cher Denis, est-ce que tu aurais la gentillesse de bien vouloir t'exprimer maintenant après cette magnifique communication et d'essayer de voir comment on peut tous rebondir un petit peu sur ce qui a été dit jusque-là. Et j'invite aussi Alexis à nous rejoindre. Denis, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge, de nous avoir élevés dans cette intervention pour revenir à Camus, qui est une source toujours précieuse, toujours riche, toujours inépuisable, sur ce thème de la justice qui effectivement l'a préoccupé, en tout cas, et dès l'étranger, mais même avant, et surtout dans cette trilogie de L'homme révolté, La chute, Les justes. Et avant de poser une ou deux questions que m'inspire votre intervention, je voudrais souligner que cette intervention, notre réunion de ce soir, a lieu à un moment où, plus que jamais depuis 2 ou 3 jours, la question de la justice difficile et la question de la justice impossible s'impose à nous avec toute sa gravité après la décision de ne pas condamner, de ne pas faire de procès à l'assassin de Sarah Halimi, ayant estimé qu'au regard de sa situation psychiatrique, bouffée délirante, etc., il n'y aura donc pas procès. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de troublant, cette coïncidence-là, qui fait que nous avons écouté nous parler de Camus, sensible déjà à cette justice difficile, et pourtant cette justice qui doit être possible dans les conditions qu'il faut imaginer, puisque c'était la station de l'été que vous avez repris en ouverture de votre intervention. Alors, ma question, elle porte sur 2 choses. D'abord, vraiment spontanément, enfin en écoutant cet enregistrement, que je connais le texte, bien sûr, le discours de Suède, mais je n'avais pas entendu la voix de Camus le prononcer, sur les devoirs de l'écrivain, et qui oscille entre la vérité et la liberté, là où on aurait pu penser que c'est la justice, soit comme 3e terme, soit comme terme remplaçant l'un des deux pôles qu'il a choisi. Et ma première question, pourquoi finalement, entre ces 3 valeurs-là, la vérité, la liberté et la justice, il n'a pas estimé que l'écrivain a ce devoir-là. Justice dans la prose qu'il écrit, dans la poésie qu'il écrit, justice dans la cité qu'il peut incarner, car on voit bien que Albert Camus se situe directement dans la filiation de l'histoire des intellectuels, c'est-à-dire cet homme qui prend de la distance, qui se met à l'écart pour se faire le truchement, alors de la vérité, de la liberté ou bien de la justice. Ça, ce sera ma première question. Je vous livre tout aussitôt la seconde pour que vous ayez le temps ensuite de répondre à l'une et à l'autre. Pour, je dirais, le commun des mortels, lorsque nous évoquons, lorsque nous associons ces 2 termes de Camus et de la justice, pour le commun des mortels, nous avons tous en tête ce propos, alors apocryphe, mais dont on peut rétablir la justesse des mots. C'est pas entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, ça c'est le propos tel qu'on le vulgarise, tel qu'on le déforme, mais bien je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Et je voudrais, comme je l'ai fait souvent avec des spécialistes de Camus, que ce soit de son œuvre, de ses essais ou de ses romans,
entendre votre interprétation dans la mesure où elle est, me semble-t-il, tout à fait liée et qu'elle permettrait une fois pour toutes, mais peut-être que j'anticipe sur vos propos, elle permettrait de réhabiliter Camus, elle permettrait de réhabiliter et de cesser de faire finalement de Camus un homme comme les autres, parce que c'est vrai que d'ordinaire, on peut toujours avoir pour la justice beaucoup de respect, mais voilà, c'est un peu comme le Right of Wrong My Country. On a envie de dire Camus n'a pas eu ce poids-là et cette importance-là pour oser interpréter cette phrase-là dans ce sens dévoyé, commun et sans intérêt finalement. Et j'aimerais savoir comment vous défendez Camus, si je puis dire, par rapport à cette déformation ou cette sorte de parodie consistant à faire de Camus finalement quelqu'un qui, comme tout un chacun, entre son sang, les siens et l'idée de la justice, eh bien, liquide rapidement la justice au profit de cela. Voilà mes deux questions. Et puis j'en aurai une troisième s'il nous reste du temps, mais sinon on laissera peut-être Alexis poser la sienne. Voilà, merci. Merci infiniment, Denis. Alors, Alexis, on vous voit en contre-jour à Paris, mais ça va. On va laisser le juge. Monsieur Garapon, vous préférez entendre également la question d'Alexis avant de répondre? Comme vous voulez, c'est à vous de… c'est à vous de me dire. Je peux répondre maintenant tout de suite, peut-être rapidement. Oui, alors allez-y, répondez à Denis et puis ensuite, le temps que s'installe notre ami Alexis avec voilà. tous ces problèmes de bouquins, de contre-jour, etc. Mais Alexis, bon, ça va. Je pense que vous pouvez garder mieux comme ça. Non, pas vraiment bien, mais ça va. On vous voit quand même. On vous entend. Alors, pour répondre à Denis Charbit, alors, trois choses. En fait, quand même, on ne peut pas passer sous silence le procès à Limy, le non-procès à Limy, la décision de la Cour de cassation. Alors, il se trouve que je dois déclarer tout de suite, d'ailleurs, à titre de contradiction d'intérêt, je suis membre de la commission de réforme de la loi française sur ce point de la responsabilité pénale. Et donc, je m'exprime là à titre absolument personnel et pas du tout ni en tant que j'exprime aucune position officielle. Ce qui est très choquant dans l'affaire Halimi, vous connaissez les faits, c'est qu'un sujet qui ne présente pas, semble-t-il, de troubles psychiatriques ingère des produits qui lui font perdre totalement la raison pendant un court laps de temps dans lequel il commet un crime épouvantable. Et donc, la question qui se pose à la justice, c'est à mon avis, la formulation de la loi française qui n'est pas du tout adaptée. La loi dit, je vous le rappelle, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur n'est pas déclaré irresponsable. Il n'y a ni crime ni délit. Si, il y a un crime. Bien sûr qu'il y a un crime. Et ce crime justifie, plus que justifie, appelle un procès. Alors, appelle un procès dans lequel, ça me semble être une des vertus du procès, dans lequel toutes les dimensions de l'affaire sont débattues. Donc, il me semble que oui, il est choquant, je suis choqué qu'il n'y ait pas de procès. Je pense qu'il devrait y avoir un procès, dans lequel toutes les dimensions de cette affaire, devraient pouvoir être examinées et, si je puis me risquer cet anglicisme, contre-examinées. C'est-à-dire qu'il y a un autre problème dans l'affaire Halimi qui est la manière dont les expertises s'imposent un peu comme un oukase, tombant d'en haut et disant, nous, depuis notre savoir psychiatrique, on décide que. Il n'y avait pas. À l'évidence, ou à tout le moins, il y avait place pour un débat. Il y a place pour un débat, et un débat qui se passe devant des juges. Donc voilà quelle est ma position. Je crois que c'est la position d'ailleurs que nous soutenons dans notre rapport, qui n'est pas la loi. Il me semble, en d'autres termes, que le procès comme une sorte de séance d'explication collective
qui doit nécessairement suivre un acte aussi odieux comme n'importe quel crime, est indispensable pour rendre justice. Voilà. Et pour rendre justice d'une manière où on va prendre le procès comme ce qu'il est de plus en plus dans la démocratie, c'est-à-dire comme une sorte encore une fois, de scène d'explication collective qui aborde tous les sujets et qui ne se réfugie pas derrière une loi, comment dirais-je, derrière un fonctionnement qui, à l'évidence, a montré ses limites. Alors, vérité et liberté, la justice. Le terme de justice pour Camus, paradoxalement, le crime est beaucoup plus présent que la justice. C'est-à-dire qu'il dit à plusieurs reprises, même révolté, la grande question des modernes, c'est le crime. Je dirais, c'est le mal. C'est le mal, c'est la question du mal. C'est comment on va gérer cette réalité du mal qui existe, de la violence qui existe, sans le secours de Dieu et du transcendant. C'est la question de l'homme. Et il ne va pas se donner, et de ce côté-là, j'en suis assez heureux d'ailleurs, à des propos mièvres ou faciles sur la justice. C'est pas du tout la voie qu'il emprunte. Quand il parle de vérité et de liberté, pour lui, ça contient les deux mamelles de la justice. Alors, cette fameuse phrase de la rencontre avec les étudiants. Alors, beaucoup de choses ont été écrites, mais je donnerai quand même, puisque vous m'y invitez, Denis, ma propre perception. Contemporaine. Ce que veut dire Camus, ce que Camus dénonce, c'est une forme d'action politique qui passe par le massacre d'innocents et par le fait de tuer des innocents, ce qui, à ses yeux, est la limite de l'inacceptable. C'est plus que la peine de mort, c'est l'explosion de toute idée de justice. Et nous l'avons vécu en France d'ailleurs, et nous le vivons malheureusement dans nos démocraties. C'est-à-dire que l'attentat suicide, cette forme de violence si particulière de l'attentat, détruit toute idée de justice, détruit toute possibilité de justice. Et donc, il me semble que, c'est ma réponse, avec Michel Rosenfeld, qui est prof à New York, on a écrit un livre là-dessus, on insiste beaucoup sur cette dimension nouvelle, du terrorisme. Et je crois que la réponse de Camus, c'est la réponse à un jeune militant algérien, pour lui dire que à travers sa mère, je ferai le lien d'ailleurs avec la mer, dans un sens symbolique, c'est la terre, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on doit être capable de partager ensemble, et il y a une opposition avec je n'ai pas d'autre expression, un massacre d'innocents qui pour lui ne pourra jamais justifier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce qui motivait son hostilité à la peine de mort, pour la même raison. Voilà ce que je réponds. Je ne sais pas si vous partagez cette... Non, tout à fait. Je pense effectivement qu'il ne faut pas le prendre au sens biologique du terme. Non. Ma mère, pour moi, l'explication, c'est effectivement, il met en opposition, d'abord il dit « je prends la justice oui. ». Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est qu'il prend la justice comme catégorie abstraite et la mère au sens justement de celle que vous avez décrite dans votre intervention, qui est analphabète, qui a été victime de l'histoire parce que son mari est mort en 14 et elle a vécu toute sa vie. Et quand on met en balance les deux, eh bien, la mère, encore une fois, pas au sens biologique du terme parce que c'est la mienne, mais parce qu'elle symbolise l'innocence fauchée par une conception trop abstraite de la justice. Alors, j'aimerais, si c'est possible, alors je ne m'attendais pas, mais je vous remercie vraiment parce que je voulais simplement dire quelque chose sur le contexte dans lequel nous nous exprimons, mais je ne savais pas que vous auriez la bonté de nous donner votre position sur l'affaire Hallyday. Le courage surtout, parce que c'est important. Le courage est très important, l'engagement des magistrats sur un sujet pareil qui doit véritablement nous permettre, pas seulement sur le fond
même s'il est déclaré irresponsable au bout du compte, mais au moins d'avoir la possibilité d'entendre et de voir et de rendre justice aux victimes d'une manière qui puisse être partagée par le plus grand nombre, parce que c'est très important de pouvoir comprendre et percevoir et avoir une véritable opinion sur précisément ces actes si difficiles à comprendre et si difficiles à juger finalement. Et en tout cas, il y a une très très grande part de mise en scène, entre guillemets bien sûr, pour les gens qui regardent et qui ont vécu ces drames et qui doivent absolument pouvoir avoir droit à un procès. La pédagogie de la justice à cet égard est fondamentale. Denis, avec ta permission, je vais demander à Alexis de poser quelques questions parce qu'il il est, il est là. Alors, cher Alexis, allez-y. Alors évidemment, notre débat d'aujourd'hui appelle un très grand nombre de questions tout à fait variées. Il y en a une d'abord que j'aimerais poser sur Camus, à Antoine Garapon, puisqu'il a fait de Camus et de son héritage intellectuel le fil rouge de notre exposé. Aujourd'hui, Camus fait l'objet, c'est vrai, de très nombreuses lectures, on va dire assez consensuelles, lesquelles, outre celle à laquelle il vient de se livrer, lui paraissent au fond les plus pertinentes et les plus stimulantes pour penser cette double tenaille des extrémismes dont on a fait aussi, Claude, un des fils rouges de notre soirée de ce soir. Ça, c'est la première question concernant Camus. Et la deuxième, c'est vrai qu'elle s'impose en raison de l'actualité. S'il y avait, d'après lui, s'il y avait une révision au fond politique de ce jugement si malencontreux que nous évoquons depuis tout à l'heure de la Cour de cassation, qui conclut à l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, quels pourraient être les différents scénarios, entre guillemets, de sortie de crise pour ce déni de justice qui nous révolte tant et qui nous révolte tous? Alors, de réponses. Il y a plusieurs lectures de Camus et personnellement, je trouve que, alors, on peut faire le reproche à Camus, et d'ailleurs on l'a fait très tôt, dans L'étranger, le meurtre de l'arabe, comme une catégorie générique et sans visage finalement. Et je pense au livre de Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, qui est un très bon livre, et j'apprécie d'ailleurs cette, comment dirais-je, la manière dont Daoud critique l'étranger tout en respectant Camus. Ça me semble être tout à fait exemplaire de ce que la littérature peut donner de meilleur. Alors, quelles sont les possibilités du procès? Il y aurait la possibilité, si vous voulez, maintenant la Cour de cassation a rendu une décision définitive, donc je parle d'éléger Ferrada, comme on dit, c'est-à-dire dans l'hypothèse. On pourrait imaginer plusieurs choses. On pourrait imaginer d'abord à minima un procès dans lequel seraient jugés les faits et dans lesquels on distinguerait la réalité des faits et comment dirais-je, l'imputabilité factuelle des faits à une personne de la responsabilité pénale. Alors, c'est important parce que la victime, la famille de la victime, a un droit, et j'insiste sur ce terme-là, a un droit, et quasiment un droit naturel d'ailleurs, à ce que comment dirais-je, que l'injure qui lui a été faite soit compensée. Tout à fait. Et ce qui est terrible dans cette affaire, que je connais indirectement, mais j'en ai connu d'autres en qualité de juge, c'est que une chose est la non-responsabilité pénale pour asseoir une condamnation, autre chose est de garantir aux victimes le respect qui leur est dû. Et le fait que quelqu'un qui a commis des faits qui seraient punis d'une peine de 15-20 ans de prison ne doit pas retourner, se promener, sortir, comme si rien ne s'était passé. Et c'est cette formulation de la loi qui me semble, personnellement, je critique beaucoup. Il y a un crime, mais il n'est pas, et qui est imputable dans les faits, mais la personne n'est pas punissable en raison de cet état. Donc, qui est d'abord
un accès de la victime pour produire ses experts, c'est-à-dire que ce que je conteste aussi, c'est dans ce dossier-là, il me semble que la procédure de common law et peut-être la procédure israélienne est plus ouverte, c'est-à-dire eh bien qu'on fasse du procès aussi le procès de la science, ou aussi le procès de la psychiatrie, ou aussi le procès de la nosographie sur les conditions des responsabilités, sur comment dirais-je, le précipité chimique, biochimique qui a mis une personne hors de tout contrôle pendant quelques heures. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Alexis. Vous y répondez très bien, et c'est vrai qu'on va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. On espère évidemment qu'il y ait une décision qui aille dans le sens de ce rendu de la justice. Vous y croyez, vous, justement, encore ou J'y crois absolument dans le sens où, si vous voulez, c'est le problème de la validité exemplaire. Mon expérience des victimes, c'est que ce qui atténue leur souffrance, c'est de savoir qu'elle n'aura pas été totalement inutile. Et Je crois qu'effectivement, dans cette situation, le silence de nous tous, qui que nous soyons et quel que soit le type de responsabilité sociétale que nous ayons, c'est de rester silencieux. Je crois qu'il faut véritablement faire en sorte que ces questions, ces interrogations, ces demandes de justice entendue et expliquée soient finalement mises à l'ordre du jour des différentes structures qui ont la responsabilité de la loi, de la République. Et moi, je crois en la France. J'espère que ça arrivera. Je voulais infiniment vous remercier tous, vous dire, cher Antoine et cher Alexis, que dès que vous êtes vaccinés, vous êtes les bienvenus en Israël, sans isolement, avec toute notre affection et notre amitié, et que je vous remercie infiniment au nom du collège, en notre nom à tous, pour véritablement nous avoir fait plonger au cœur d'une vérité extrêmement dérangeante, mais qui a été exprimée avec tant d'authenticité et tant de sincérité que cela nous a tous infiniment touchés et que ça nous laisse avec toutes les questions qui s'imposent dans un sujet aussi complexe et aussi difficile à analyser qu'est la justice des hommes par les hommes. Voilà, je voudrais vous donner rendez-vous à tous vers la mi-mai, peut-être un petit peu plus tard, si nous avons l'occasion d'avoir en présentiel ou d'e-bloc qui évidemment nous parlera au plus profond de cette expérience tout à fait inacceptable, insupportable qu'a été la défenestration de Sarah Halimé. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre attention. Vous avez été très nombreux à nous suivre et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup, Claude Grunban. Merci.